Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Va te faire suivre où j'écris toujours plus rien, sauf quand même la structure là, parce qu'il faut pas déconner, autant le trouble de la personnalité obsessionnelle c'est vraiment le truc que je connais le mieux, autant la psychose paranoïaque, c'est pas... ou le trouble de la personnalité paranoïde ou je sais pas quoi, c'est quelque chose que je connais moins bien tout simplement parce que on en rencontre beaucoup moins. On en rencontre beaucoup moins parce que ça fait partie des psychoses. Donc ça veut dire que c'est tout de suite un traitement un petit peu plus complexe. Mais vous allez voir que en fait, je vais diviser mon propos en deux choses. C'est la personnalité. Voilà, si je commence comme ça, déjà on est bon. La personnalité paranoïde. Et je vais dans un second temps, parler de ce que on appelle vraiment la psychose paranoïaque. Parce que là, pour le coup, je pense que même si on est sur une structure psychotique, il y a vraiment ce qu'on peut appeler la personnalité qui s'exprime en sous-bassement et qui peut être très bien insérée socialement et qui se passe bien. Mais il peut également y avoir la flambée paranoïaque avec vraiment un effondrement où on sent plus, oui, voilà, c'est plus frais. Là, la psychose, on la sent mieux en bouche. Et voilà. En cabinet, la prévalence, en gros, c'est à peu près 2% de la population qu'on retrouve en cabinet qui va montrer une personnalité paranoïde. Par contre, quand on va en HP, en hôpital psychiatrique, on est tout de suite au-dessus de 10%. Mais il y a quand même un milieu où la paranoïa, c'est le royaume parfait de la paranoïa, du paranoïa qui s'y sent comme un poisson dans l'eau. Et là, par contre, on va en retrouver plus de 70%. C'est sur Internet. Bien évidemment qu'il n'y a pas 70% des gens sur Internet qui sont des parados, mais le fonctionnement en tout cas d'Internet à l'heure actuelle fait que vous allez voir comment est-ce que ça peut faire enflammer le délire paranoïde, comment est-ce que ça peut aller dans le sens de ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire de son symptôme, et pourquoi est-ce que c'est vraiment une demi-blague que de dire que Internet c'est l'univers parfait du paranoïde, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de vrai. Et enfin, il y a une autre donnée qu'il faut savoir, c'est que les paranoïaques sont en majorité des hommes. Donc voilà, comme ça au moins vous n'avez pas le monopole de toute la folie, mesdames. Donc le premier truc qu'il faut savoir par rapport au fonctionnement et aux mécanismes qui vont être chez le paranoïaque, eh bien, c'est la projection. La projection, c'est un mécanisme de défense qui consiste en fait à projeter sur l'autre, sur un objet externe. Rappelez-vous, en psychanalyse, on dit toujours que, et en psychologie aussi d'ailleurs, que les objets externes, c'est tout ce qui est autre que la personne, l'individu, le sujet dont on est en train de parler. Donc ça peut être aussi bien des personnes que de véritables objets. Et des institutions, là, en l'occurrence, il faut vraiment y penser, l'objet institutionnel est quelque chose qui est très difficile à vivre pour le paranoïaque. Et donc la projection, c'est le fait de, je ressens par exemple un manque de confiance en moi, je vais me dire que les autres n'ont pas confiance en moi. Je vais ressentir, voilà, hein, comme on le disait dans la vidéo sur le délire de séduction, l'érotomanie, eh bien, j'aime quelqu'un qui est souvent d'une classe supérieure, eh bien, je vais projeter sur elle le fait que c'est elle qui m'aime. Des désirs sexuels ou des désirs agressifs, et puis en fait, je vais dire que c'est l'autre qui a des désirs sexuels ou que c'est l'autre qui a de l'agressivité envers moi. Mais tout ça, ce n'est que projectif. Quand on discute avec les gens, quand on parle avec eux, quand on prend le temps de les écouter, eh bien, on se rend compte qu'en fait, ce sont leurs propres projections et non pas une réalité ou quoi que ce soit. Et là, vous voyez que déjà, on est un petit peu du côté de quelque chose qui peut vite faire rentrer dans un délire. Parce que si je suis persuadé que l'autre en face, il est comme ci, comme ça, je suis déjà dans une pseudo-réalité, en fait. Après, on en arrive à quoi? Le clivage. Le clivage, ouais. Le clivage, c'est hyper important, justement. C'est le clivage
de l'objet, mais aussi le clivage de l'individu. L'individu, il se perçoit forcément comme bon, il se perçoit comme victime, il ne se perçoit que comme ci, que comme ça, il n'y a pas d'ambivalence, c'est pas noir et blanc, c'est pas gris ou quoi que ce soit, ça, c'est pour ça que je disais que ça peut faire penser, quand je faisais la vidéo sur la névrose obsessionnelle, je disais que parfois ça peut faire partie du diagnostic différentiel, et ben c'est pour cette raison notamment. On va avoir chez le paranoïaque des objets qui vont être des objets tout bons et qui vont être entre guillemets à garder dans son cercle proche. Et puis en dehors de ça, il a des objets très négatifs qu'il va rejeter, qu'il va suspecter, sur lequel il va projeter tout un tas de choses. Et ça aussi, c'est un peu du flanc s'il y croit trop, s'il est trop dans cette certitude-là. Ce qui fait diagnostic différentiel avec la névrose obsessionnelle, bien évidemment, c'est le fait que le névrosé obsessionnel, on l'a dit, il doute à mort, alors que le paranoïaque, et là j'insiste, hein, pour l'instant je ne parle que de la personnalité, les mécanismes de défense sont les mêmes chez la personnalité paranoïaque et chez la décompensation qui est la psychose paranoïaque, mais on est dans la certitude. C'est quelqu'un qui doutera jamais en fait de ce qu'il dit. Ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. Donc l'objet, il est toujours vraiment soit tout bon et il le garde près de lui, soit très mauvais et il l'éjecte, il essaye de le repousser, de lui mettre tout sur le dos, et pour lui remettre tout sur le dos, il va projeter à mort. Donc, comme je l'ai dit, vu qu'il se repose sur un tas d'objets qu'il considère comme bons pour lui, c'est une relation anaclitique, c'est-à-dire qu'il se repose sur les autres, il a un peu du mal à tenir par lui-même, il faut que sa pensée et sa personnalité, son identité, sa représentation de soi, ça passe aussi par quelque chose d'autre qu'il projette de façon positive et sur laquelle il va pouvoir... C'est un petit peu ça pour le coup, comme le pervers narcissique. C'est-à-dire que la difficulté narcissique est telle qu'il faut qu'il s'entoure de bons objets pour qu'ils se disent bah voilà, en fait, moi, mes amis, ils sont parfaits, ou mes amis, ils ont de l'argent, donc en fait, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un de... C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'il peut se dire par lui-même, sans avoir recours aux autres. C'est comme ça que je traduis un peu la relation anaclitique. Si vous avez besoin que je le dise de façon un peu plus précise et académique, vous me le dites, en commentaire, je vous répondrai. Donc ce que vous allez retrouver vraiment de façon absolument sûre et certaine chez le trouble de la personnalité paranoïde, c'est la persécution. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est persécuté. Et il en est, comme on l'a dit, il est sûr de ça. Il est sûr d'être persécuté. Il est sûr que tout ce qui se passe et tout, cette persécution, c'est orienté vers lui. C'est-à-dire que c'est vraiment juste pour lui. Et il en est bien évidemment la victime. Il y a une vraie victimisation par cette certitude de la persécution. Et alors la persécution, c'est hyper intéressant, c'est que suivant les cas, ça va être eh bien, un voisin, ça va être un membre de la famille, ça va être le patron. Et puis parfois, ça va aller un petit peu plus loin, ça va être une institution, ça va être l'école. Ou alors, et encore, non, c'est assez rare chez les enfants, on va avoir des traits de personnalité paranoïde, mais c'est rarement on va poser un diagnostic, ou en tout cas ce ne serait pas très sérieux chez un enfant. Je referme la parenthèse. L'institution, ça peut être l'école, ça peut être je sais pas, le ministère de, je sais pas moi, de la santé, ou peu importe. Au-dessus des institutions, ça peut être encore une fois, comme dans le délire érotomaniaque, une personne très haut placée, par exemple c'est le président qui m'en veut, mais là vous voyez on est déjà du côté vraiment de la psychose. Je fais cette distinction entre le trouble de la personnalité, parce que je pars du principe que ce serait assez adapté socialement, et je dis psychose quand je dis qu'on est complètement aux fraises et que la personne est complètement décompensée. Mais rappelez-vous que c'est une seule et même structure. Après, au-delà de ça, on peut avoir la franc-maçonnerie, les Illuminati, ou les reptiliens, ou les aliens, ou je ne sais quoi, qui, enfin voilà, hein, dans X-Files, il y a beaucoup ce truc-là, les gars qui se font emmener par les aliens pour être persécutés, que ce soit physiquement, psychologiquement ou plus, bref. Donc ça c'est très 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 paranoïaque, cette certitude d'être dans une persécution et l'autre cherche à le dominer, quoi qu'il arrive. Donc en fait il va rentrer naturellement dans ce trouble de la personnalité, l'autre est vécu
comme problématique. L'autre est vécu comme celui qui va venir le dominer, qui cherche à le dominer. Donc il va avoir beaucoup de méfiance envers autrui. Et cette méfiance, malheureusement, elle va s'appuyer sur ce qu'on appelle des pensées paralogiques. Et les pensées paralogiques, c'est on part de quelque chose qui est manifestement et objectivement vrai, mais on va commencer à broder tout autour une pensée délirante, et ça se base énormément sur la surinterprétation. Ce sont des gens qui vont vraiment surinterpréter tout un tas de choses qui pourraient être banales. Bah, pour eux, ce ne sont pas des banalités, ce sont des signes. Ce sont des signes, et donc, pendant que j'y pense, ces signes, bien évidemment, que tout ça, ça va être une collection de biais de confirmation que la personne doit soigneusement garder en tête et va réutiliser pour nourrir cette pensée paralogique, pour nourrir ce délire, pour nourrir la pensée et venir valider un petit peu tout ce qui lui passe par la tête. Mais toujours dans l'optique de confirmer qu'il est bel et bien persécuté, qu'il est bel et bien victime, qu'il est bel et bien contrôlé, etc. Il y a cette partie-là qui est vraiment très que vous trouverez à chaque fois dans le discours du paranoïaque. On va avoir de la psychorigidité et de l'hypercontrôle. Et ça, c'est hyper important, justement, parce que vu que tout le monde va essayer de tirer parti de lui, du paranoïaque, et bien évidemment que lui, il va rentrer dans une défense rigide et qu'il va vouloir contrôler le maximum de choses pour avoir le sentiment de ne pas s'être fait avoir. Hypertrophie du moi, son égocentrisme, a toujours raison, ne pas changer d'avis, narcissisme primaire. Ah ouais, alors, l'hypertrophie du moi, le fait que... bon, il y a quelque chose que je voulais garder pour plus tard, hein, c'est cette question du narcissisme. C'est pas des gens qui vont se la péter dans le sens où moi ce que j'ai c'est mieux ou ci ou ça. C'est un autre type de narcissisme, beaucoup moins bling bling que ce qu'on peut voir actuellement dans notre société. Ça va être un narcissisme qu'on appelle nous du narcissisme primaire, c'est-à-dire quand le tout petit enfant n'a pas encore saisi qu'il n'était pas au centre du monde. C'est quelque chose dans notre psychologie développementale qu'on doit tous acquérir, se rendre compte au bout d'un moment. En fait, c'est pas parce que dès que je crie un peu, maman elle vient me donner soit à boire, soit me changer, soit me donner un câlin, soit bref, voilà, je ne suis pas au centre du monde. Ça, l'enfant, il doit l'acquérir. Chez le paranoïaque, eh bien en fait, vu qu'il est extrêmement égocentré et que tout est contre lui, eh bien il y a ce narcissisme-là, et moi ça m'amène à parler de quelque chose que vous ne trouverez pas dans les livres, c'est moi qui le dis comme ça, c'est que c'est l'élu. Mais contrairement à Matrix avec Neo, c'est pas l'élu qui doute de lui et qui a un syndrome de l'imposteur. Non, le paranoïaque, lui, en fait, c'est l'élu dans le sens où lui, il sait. Lui, il sait, lui, il a compris. Lui, il arrive à voir les signes. Lui, il sait que, en fait, là, il y a un complot. Là. Ouais. Toi, tu l'avais pas vu, mais lui, vu que c'est l'élu, vu qu'il est plus intelligent que les autres, en fait, il a tout compris. Lui, il a les bonnes sources. Quand vous discutez avec quelqu'un qui a une personnalité paranoïde, ce qui est ouf, c'est de voir comment est-ce qu'à chaque fois, c'est des gens qui vont se targuer un petit peu d'une méthode, et voilà, hein, ils sont pas bêtes. Donc ils vont avoir vraiment tout un cheminement de pensée, mais je l'ai dit, qui est tout en biais de confirmation, et qui est appuyé par leur délire, enfin nourri par leur délire, et nourri par leur biais de confirmation, et nourri par tous leurs mécanismes de défense. Mais disons que quand on discute avec eux, c'est assez fou comme ils disent, moi, j'ai les bonnes sources. Parce que moi, je ne vais pas sur tel site et sur telle chaîne de télévision, non, moi, ils ont des sites spéciaux, faut croire ces gens-là. Et oui, bien évidemment, pourquoi est-ce que je dis que Internet, c'est le royaume du paranoïaque, je veux dire, c'est le parc Astérix, c'est Disneyland, c'est tout ce que vous voulez. Le paranoïaque, il aura cette chance-là, aujourd'hui au XXIe siècle, de toujours trouver la source qui va venir conforter son idée de base. Il va toujours trouver la source sur Internet, plus ou moins fiable, mais qui va venir appuyer son propos. Et enfin voilà, là, quand je vous dis ça, vous voyez bien que dans les quelques années qu'on vient de passer, eh bien, vraiment, je veux dire, même sur la télé, on pouvait entendre sur le même plateau de télévision le gars qui allait vous sortir l'argument que vous aviez envie d'entendre. C'est-à-dire que, enfin voilà, je vais pas donner de nom parce que c'est pas mon délire, mais il y avait des professeurs qui venaient et qui disaient certains trucs, et des professeurs qui venaient qui disaient certains trucs, puis il y avait des gars qui n'y connaissaient rien et qui venaient aussi donner leur avis, et en fait, voilà.
le paranoïaque va toujours trouver sur Internet les biais de confirmation qu'il a besoin pour venir valider ses hypothèses. Méfiance, suspicion, pense être exploité, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec la persécution. Gros problème de confiance en l'autre, l'autre est malveillant, infidèle, jaloux. Ah oui, alors oui. Ça va me permettre de parler d'autre chose que j'ai pas mis en note d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait péter un trouble de la personnalité paranoïaque? Qu'est-ce qui le fait décompenser sur un mode vraiment psychotique pur que tout le monde peut reconnaître et qui fait que ça va souvent l'amener à l'hospitalisation? Ce problème qu'il a, dans cette certitude que, par exemple, sa femme le trompe, que l'autre va venir le persécuter, que l'autre est malveillant, eh bien, il arrive un moment où ça devient trop dur et il va devoir passer à l'acte. Mais il y a un autre truc aussi, c'est, je me rappelle en séminaire, on nous avait donné cet exemple-là, c'est le gars qui dit, en fait, on le reçoit en séance et il nous dit que son voisin, il est malveillant, que son voisin, il lui veut du mal, que son voisin ci, que son voisin ça. Et bon, ça peut s'arrêter là, et il peut avoir même peut-être un petit peu peur, et donc se méfier de son voisin. Donc voilà, tout va bien, presque. Et puis d'un coup d'un seul, manque de peau, il se passe quelque chose dans la vraie vie réelle de la réalité, qui fait que le voisin, effectivement, à un moment donné, il lui fait un sale coup. Et là, le paranoïaque, c'est une vraie flambée, parce que en plus de ce truc qui peut le faire passer à l'acte, il y a aussi le fait que, oh, nom d'une pipe en bois, voilà, vous me passerez l'expression, ouais, je suis vraiment vulgaire aujourd'hui, mais nom d'une pipe en bois, j'avais raison. Quand on a véritablement la réalité qui vient nourrir le délire, alors là, c'est même plus la peine, le paranoïaque qui va vraiment décompenser, ça va être très dur pour lui. Parce que c'est ce que nous on appelle toucher le réel un petit peu, et c'est une énorme source d'angoisse. Donc voilà, il faut faire attention. Ça fait partie des deux raisons que je suis sûr pour l'avoir vu, que bien évidemment, la personne qui a un trouble de la personnalité paranoïde et qui va bien, qui est bien inséré dans la société, d'un seul, ça peut le faire flamber. C'est quand ça devient trop lourd à porter, quand ça devient trop persécuteur et que donc du coup il se sent obligé de passer à l'acte, ou quand la réalité vient corroborer le délire. Donc il y avait ce que je disais tout à l'heure, il se veut rationnel, mais la pensée est d'abord et avant tout paralogique, c'est-à-dire brodée autour d'un fait réel. Je l'ai dit, cherche uniquement les biais de confirmation. Je l'ai dit, hermétique au doute et aux contre-argumentations et aux certitudes. Et ça, c'est un point important, puisque ça va avoir un point important sur comment est-ce qu'on va mener le traitement avec ces personnes-là. S'il est hermétique au doute, ça c'est un vrai problème pour les proches. C'est-à-dire que c'est eux qui vont le plus pâtir de tout ça, parce que ce sont des personnes avec qui ils ne pourront pas discuter, ils ne pourront pas lui dire « mais regarde, calme-toi, en fait c'est pas exactement comme ce que tu penses, ou ça peut pas être tout à fait ça ». Pour les proches c'est vraiment très dur, parce qu'en fait ils se retrouvent souvent au sein du délire. Et ça amène à une grande difficulté, encore une fois, c'est l'isolement progressif de certaines personnalités paranoïaques. Il y en a quand même pas mal qui vont finir par s'isoler, tout simplement parce qu'en fait ils se disent que leur famille, leurs proches, les personnes qui sont là pour eux réellement et qui seraient des personnes ressources, ils finissent par être mis dans le délire et à être mis de côté. Et comme on le disait, vu qu'ils peuvent aller sur internet et trouver des gens qui vont être d'accord avec eux, ils vont se couper de leurs véritables proches, des personnes qui sont vraiment là dans leur vie, parce qu'ils les pensent persécuteurs, malveillants, etc. Alors qu'ils ont trouvé des personnes sur internet avec qui ils sont d'accord, qui vont pas mettre de doute dans ce qu'ils disent, qui lui disent qu'il a bien raison, etc. Donc, biais de confirmation, projection, tout ça, vous voyez, ça fonctionne à gogo. Donc je l'ai dit aussi, donc ce qui va faire décompenser sur un mode vraiment paranoïaque, ce qui va amener à de l'hospitalisation, à des passages à l'acte, ce sont des périodes de stress majeures, parce que quand on a affaire à trop d'anxiété, c'est ça qui va nous faire partir soit en dépression, soit sur nos modes de défense psychique structurels. Et il y a aussi quelque chose, un point qui me semble important de rapporter, c'est que il va y avoir
beaucoup d'agressivité. Et ça aussi, ça peut faire... il faut arriver à faire le diagnostic différentiel avec le névrosé obsessionnel, parce que comme je le disais dans la vidéo précédente sur la névrose obsessionnelle, eh bien, il y a aussi beaucoup d'agressivité latente, mais là, l'agressivité, elle est revendiquée, parce qu'elle est légitime, et parce que aussi, elle est antidépresseur. Donc, le paranoïaque va rarement être en dépression parce que lui, en fait, vu qu'il est dans la revendication, dans la colère et tous ces trucs-là, eh ben en fait, il est, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'élu qui est investi d'une mission, en gros. Sa mission, c'est de donner la bonne parole à qui que ce soit, se défendre contre l'envahisseur, se défendre contre le danger, se défendre contre un gouvernement qui est pas cool ou je ne sais quoi. Et cette colère, en fait, elle est vraiment exprimée, elle est mise sur le devant de la scène, et c'est un excellent antidépresseur. Donc ça aussi, ça peut être un signe qui va vous permettre de faire la différence entre une névrose obsessionnelle assez carabinée et un trouble de la personnalité paranoïaque. Et je voudrais terminer par le traitement, enfin les traitements. Et alors les traitements médicamenteux, comme vous le savez, je ne suis pas psychiatre, je suis psychologue, donc bien évidemment que les traitements médicamenteux, j'en sais pas trop grand chose. Tout ce que je sais, c'est que tout ce que j'ai pu voir, c'est que c'est encore une fois des antidépresseurs et des antipsychotiques qui vont être prescrits sans grande efficacité. Et les antidépresseurs, n'oublions pas que ce sont d'abord et avant tout d'excellents moyens de faire face à l'anxiété. Donc à faire face, à diminuer les risques de flambée du délire. Par rapport au traitement psychothérapeutique, là par contre, je pense que ça fait partie des maladies pour lesquelles il est important, vraiment fondamental, que ce soit un tiers qui se prenne en charge de ça. Parce que, d'une, la famille, ils sont mis à rude épreuve, hein, et de deux, en fait, dans la psychose paranoïaque, ce qu'on va avoir, c'est beaucoup de projections, comme je le disais tout à l'heure, et donc il vaut mieux que ce soit un professionnel qui puisse, pendant un temps, prendre toute cette agressivité, toute cette colère, toutes ces projections, et que ce ne soit pas la famille. Donc là, le tiers, il est vraiment super important. Et pour nous, professionnels, en fait, l'alliance thérapeutique, avoir un bon transfert, c'est hyper important. Parce que si on rentre tout de suite dans quelque chose où on dit « Bah non, mais monsieur, là, vous voyez bien que ça tient pas la route, parce qu'à un moment donné, vous dites ci, et puis après, vous dites ça, mais il n'y a pas de lien de cause à effet là-dedans, ou quoi que ce soit. » Bon, bah alors là, c'est fini. Le gars, on le reverra plus, et il n'y aura pas de traitement, quoi. Il y a un vrai effort pour arriver à tout doucement remettre une relation de confiance. Comme je le disais tout à l'heure, il se méfie des autres, donc c'est très compliqué. Y aller à pas de loup, ou à pas de velours, et remettre tout doucement en question les liens de cause et effet, les croyances, les certitudes, et doucement essayer d'amener du doute. Voilà, autant que faire se peut, mais on marche un petit peu sur des œufs. Un petit peu de traitement médicamenteux, beaucoup de mise en relation avec les autres et de confiance en l'autre, remettre un petit peu du doute dans les certitudes, et beaucoup de bienveillance, parce que sinon le patient pourrait se barrer et casser la relation, l'alliance thérapeutique, quoi. Voilà. Eh bien, je crois que ce numéro de votre faire suivre est maintenant terminé. Je suis encore toujours heureux de voir les retours que vous me faites encore et toujours sur la vidéo sur l'hystérie, la vidéo sur la névrose obsessionnelle. Et du coup, là, comme vous voyez, je prends des notes pour structurer ma pensée, pour structurer ce que je vais dire. Mais j'écris plus, a priori ça vous a beaucoup plu, et bon, j'avoue que pour moi c'est beaucoup plus pratique aussi. Donc voilà. Vous pouvez aider la chaîne, comme le font les tipeurs de l'extrême et les utipeurs de l'extrême aussi. Et ou sinon, vous pouvez vous procurer mon livre Sur le divan de mes patients. Et d'ici 8 mois, vous aurez même un nouveau livre qui sortira. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bien évidemment, il faut mettre un pouce si vous avez appris quelque chose. Mettez un commentaire si vous avez une question, si vous avez envie de me dire merci, trop cool, continue, ou non, c'est vraiment de la merde, arrête, et tout. Et
partagez la vidéo, surtout, c'est ça le plus important. Sachez que quand on n'a pas des potes, des grands youtubeurs qui vont partager vos vidéos sur leurs réseaux sociaux ou quoi que ce soit, et ben moi je suis avec ma et mon couteau, et donc du coup, voilà, je vous laisse partager cette vidéo parce que il n'y a que vous et moi. Voilà, le reste du monde est absolument contre moi et ne veut pas que je puisse réussir dans la vie. YouTube m'en veut et YouTube veut absolument que je reste dans les méandres de son algorithme et que la vérité ne sorte pas. Donc si vous voulez que la vérité sorte, eh bien rejoignez-moi, abonnez-vous et puis partagez les vidéos. Après ces belles conneries, je vous dis à très bientôt et surtout prends soin de toi et n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.